de parler avec vous. Donc moi, je me présente, je suis Michel Rousseau. Je travaille pour la division DX de Microsoft France. DX, c'est pour développeur expérience. Donc on encadre la relation avec les développeurs en mettant point à point des gens qui sont spécifiques sur une techno donnée. Et moi, l'avantage, c'est que je ne suis pas développeur dans ce monde de développeurs. Je suis artiste à la base, je suis 3D artiste. Et j'avais bâti il y a quelques temps une société avec un autre Microsoftie qui s'appelle David Catu, que certains connaissent peut-être. Une société qui avait développé un moteur 3D temps réel DirectX 10, la dernière version, mais pour l'entreprise. Donc vraiment dans une optique B2B. Et à l'époque, on avait été taper des gens comme Airbus, comme Dassault, même on était allé les voir pour les rencontrer. Donc vraiment pour faire des simulations avec l'aspect graphique très orienté jeux vidéo, mais pour l'industrie. Là-dessus, on a été embauché à deux périodes complètement différentes et pour deux propos complètement différents chez Microsoft. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, à un moment donné, il y a peut-être quand même quelque chose à faire dans la 3D au niveau de Microsoft. Et ça serait sympa de le pousser avec les moyens de la grosse boîte, quoi. C'est comme ça que nous est venue l'idée de Babylon.js. Alors, qu'est-ce que c'est Babylon.js ? Babylon.js, c'est ça. C'est un moteur 3D WebGL, open source. Oui, madame, même chez Microsoft, on fait des choses en open source. On est même de plus en plus, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais on est même de plus en plus incentivé à faire des choses open source. Et communautaire, c'est-à-dire que chacun peut venir, notamment à tous ceux qui ont levé la main quand j'ai demandé qui est développeur, chacun peut venir dire cool, moi j'ai une idée, j'aimerais bien, comme PopcornFX, faire des particules dans Babylon.js, proposer mon propre moteur. J'aimerais bien faire du scripting directement intégré dans, je ne sais pas, moi, Visual Studio. Vous venez, vous proposez votre solution, on l'intègre. On fait aussi tout ce qui est gestion de la communauté, à savoir qu'on fait valoir votre avis par un share of voice qui va permettre effectivement vous de vous exprimer, de dire moi j'aimerais bien avoir telle ou telle fonction parce que dans mon contexte particulier du jeu vidéo pour, je sais pas moi, l'entreprise par exemple, voilà, moi j'aimerais bien qu'on rajoute cette fonction ou cette fonction. Donc ça, c'est sympa, ça vous permet effectivement de faire valoir votre opinion, de développer vos propres morceaux qui vous manquent, ou alors carrément même jusqu'à aller faire des forks du moteur pour le rendre compatible avec ce que vous souhaitez, quoi. Donc ça a été développé à la base par une équipe de 4-5 personnes. Alors je dis 4-5, c'est pas que je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui ont aidé à développer le machin, c'est qu'en fait ça glisse. Il y a des personnes qui sont rentrées sur le projet à un moment donné, il y en a d'autres qui sont sorties, il y en a d'autres qui sont re-rentrées dans le projet. Mais globalement, à la base, il y avait David Rousset, David Catu, moi-même, votre serviteur devant vous, Pierre Lagarde qui est devenu notre manager, et on a développé ça sur notre temps libre. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire open source aussi. C'est parce que quand on développe quelque chose pour Microsoft, généralement, ça appartient à Microsoft. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait sur notre temps libre, de manière à pouvoir le pousser en open source. Et nous, on en a profité pour nous en servir pour tout un tas de choses, pour par exemple parler de la technologie web spécifique à Microsoft, par exemple. Donc ça nous a permis effectivement de développer notre propre version du moteur 3D et mine de rien de faire avancer les équipes, notamment de Edge, notre nouveau navigateur sur Windows 10, le faire avancer sur un certain nombre de points. Par exemple, le rendre aware du fait que WebGL, c'était des specs qu'il fallait non seulement respecter mais qu'il fallait suivre et qu'on sait déjà qu'il va y avoir WebGL 2 pour ceux qui sont le mieux informés parmi vous. Donc ça nous permet effectivement de faire remonter, nous, de notre côté, à l'ingénierie Microsoft, des datas, la manière de gérer ce genre de choses dans un navigateur. Pourquoi WebGL, vous allez me dire ? Parce qu'on aurait pu effectivement continuer sur notre lancée et développer notre petit moteur DirectX 12. C'est vrai que ça marche super bien, sauf qu'on s'est dit, et surtout au niveau des développeurs, c'est quoi aujourd'hui le challenge ? Ça serait de développer un moteur qui soit complètement cross-platform, donc complètement décorrélé, et qui en plus serait écrit en JavaScript. Alors, effectivement, il y a des add-ons qui viennent se mettre là-dessus, mais l'idée, effectivement, c'était de développer un moteur entièrement JavaScript. Et pour le coup, c'est assez original. Le fait aussi, c'est qu'on voulait être complètement cross-platform, donc de dire notre moteur doit s'exécuter sur un PC, sur un Mac, sur un téléphone, dans une soirée, dans une projection, peu importe le média, vous avez un accès au web, vous pouvez faire fonctionner le moteur 3D. Alors, effectivement, il y a quand même certaines limitations. Là, on ne parle pas de jeux
je dis, on parle pas encore de jeux AAA pour ce genre de choses-là. Bon, ceci dit, il y a moyen d'espérer, la norme évolue, même si aujourd'hui il y a des petites choses qui nous limitent, ça permet quand même de faire valoir de la 3D de manière universelle, où que vous soyez, il suffit que vous ayez accès au réseau et vous pouvez montrer des scènes 3D sympas à votre audience. Et vous n'avez pas besoin non plus du PC de Goldorak pour le faire tourner. Donc pourquoi open source? Je vous l'ai expliqué, hein, c'est parce qu'on voulait travailler ça sous forme de projet perso et puis après le faire valoir nous. Donc en termes de mon métier, moi qui est plutôt l'évangélisation, ça me permettait de faire des articles récurrents sur qu'est-ce que c'est la 3D, comment on en fait, à quoi ça sert, comment on la vend, quels outils j'utilise. Et puis pourquoi WebGL? Parce que aujourd'hui c'est la seule norme qui répond vraiment à ce critère d'universalité pour la 3D. Vous le savez, aujourd'hui, c'est à peu près le seul moyen. C'est pas pour rien que, notamment à des événements comme Paris WebGL, notamment, que ce genre d'événements remplissent de plus en plus, parce que c'est l'un des vecteurs de demain, la 3D sur le web. Et c'est super intéressant de pouvoir se dire, aujourd'hui, mes projets, je peux les développer sur mobile et sur le web en même temps, sans avoir à utiliser un framework donné ou une méthode de compilation donnée. Comment ça marche? Alors globalement, on s'est dit aussi, bon, quitte à être open source, autant y aller à fond dans le gratos. Donc on avait commencé à dire, bon, déjà toutes les sources sont sur GitHub. Donc là, vous pouvez aller vous servir, piller allègrement ce que vous voulez. Au niveau de la partie artistique, qui est la mienne, toutes les sources des scènes, normalement, vous sont accessibles. Les textures que j'utilise, tout ça, c'est donné avec le bébé. Et comment ça marche? On s'était dit, on va commencer par se plugger à un éditeur qui est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait absolument pas faire un éditeur derrière. L'idée, c'est de vous proposer un moteur que vous puissiez vous transformer, manipuler, jouer avec et ainsi de suite. Mais l'idée, c'était absolument pas de devenir un éditeur. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par faire un plugin sous Blender qui permet effectivement de commencer à tripoter le machin, de commencer à créer son contenu 3D et de l'exporter facilement. Bon, ceci dit, avec les limitations qu'impose Blender par lui-même, par ses méthodes de conception qui sont très très bien, hein, mais en l'occurrence, c'était pas moi ma philosophie. Donc on s'est dit, continuons un peu plus loin et essayons d'aller taper un autre éditeur un peu plus conséquent, un peu plus, du moins introduit dans le monde des éditeurs professionnels, et on s'est dit on va porter ça maintenant sur 3ds Max. Donc on a fait un plugin complet pour 3ds Max aussi, qui permet de se faire la main, qui est lui aussi disponible sur GitHub. Donc ça vous permet d'éditer ce plugin pour éditeur, pour en faire effectivement ce que vous voulez avec. Et pour aller plus loin, on vient de livrer la version de Babylon.js pour Unity. Donc aujourd'hui, à partir de Unity, vous pouvez générer des scènes, les assembler, schéma classique du pipeline de production pour Unity. Et puis à la fin, vous avez un bouton export qui permet de créer effectivement de la scène et de l'exporter au format un petit peu propriétaire Babylon. Alors pas propriétaire, le terme est mauvais, c'est-à-dire que ça fait un format Babylon, effectivement, mais globalement, à l'intérieur, c'est un gros JSON qui contient toutes les datas. Le seul problème avec Unity, on sait que quand on doit commencer à exporter du JSON depuis Unity, c'est que lui, il encapsule tout Unity à l'intérieur, donc ça nous fait des JSON un petit peu gros. C'est la petite différence. Donc comment on interagit après avec ce que l'on veut créer en WebGL avec Babylon? Par du code, globalement, on peut commencer comme ça. C'est même d'ailleurs comme ça que sont faites la plupart de nos scènes de test, texture procédurale et ainsi de suite. Donc là, on reverra après sur le site web ce que ça donne. Via une shader forge, on vous a mis à disposition effectivement un endroit où vous pouvez créer vos shaders et vous pouvez les tester. Via une sandbox, ça vous permet de faire un glisser-déplacer de toutes vos ressources pour pouvoir les tester dans le navigateur de votre choix, via Blender 3D, je l'ai parlé, via Unity 3D et via 3D Studio Max. Alors c'est peut-être le moment où je vais vous faire une petite démo rapide. Donc on va switcher sur le gros bébé ici. Donc 3D Studio Max, outil bien connu. Donc on va faire ça rapido. Je passe en mode plein écran. J'adore faire ça avec une seule main. Donc on crée un contexte, donc une lumière, qu'on va déplacer par ici.
On va même la mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça, hein, c'est pas mal. À partir de là, on va créer aussi une caméra. Petit raccourci clavier à la volée. Voilà. Et puis ça, j'ai plus qu'à donner des critères 3D temps réel à ce bignou-là, puisque 3ds Max, par défaut, fait pas du temps réel. Donc là, je viens par exemple sélectionner cet objet-là. Je viens faire un clic droit de manière à faire apparaître le quad menu. Et au cul du camion, j'ai les propriétés. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais là, effectivement, il y a marqué Babylone. Et j'ai les propriétés Babylone de cet objet-là, qui apparaissent sous forme d'un panneau, qui me permettent de customiser mon objet en lui donnant des tags spécifiques. Comme par exemple, il est piquable, c'est-à-dire que je peux intercepter l'objet avec ma souris, donc lui donner un caractère interactif à ce truc-là. Je peux aussi déclencher du son au survol, des choses comme ça. Donc voilà, là j'ai défini quelques critères pour cet objet. Je vais lui donner quand même un matériau, donc on va dire un matériau rouge par exemple, comme ça. Nickel. Et à la fin, quand j'ai défini ma caméra, mes objets, mes lumières et ainsi de suite, je vais dans Babylone ici. Je demande à exporter. Et là, comme je suis un peu casse-bonbon de nature en tant qu'artiste et absolument pas développeur, j'ai demandé à mes amis les développeurs de me créer la possibilité d'exporter mes scènes en localhost, de manière à éviter de les avoir à les déployer sur un site web et ainsi de suite. Donc je dis, voilà, je copie pas les textures, je définis un nom de fichier sur le bureau, par exemple. Voilà, et je fais export and run. Export and... Si tu veux. Allez, on va l'enregistrer là. Voilà, là il me crée tout ça et normalement, sous vos yeux ébahis, si tout se passe bien, il devrait au final me jouer ma scène. Donc voilà, ça c'est la brique de base qui permet de dire et de rester dans cet esprit de ça va vite, c'est facile à faire et ça me donne un rendu WebGL de mon objet. Alors je ne vous cache pas que ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, l'une des scènes qui a été produite récemment... Voilà, qui utilise des plugins spécifiques au niveau de l'éclairage. On va y arriver, hein, à la vitesse du port du Havre. Voilà, donc là je me mets en vue caméra. Donc là vous voyez toute la création d'un asset, c'était un manoir de nuit parce qu'on voulait faire une scène orientée web audio, donc avec des sources de son localisées et entièrement en 3D. Donc là vous pouvez voir les artifices que vous utilisez tous quand vous faites du jeu vidéo, par exemple les boîtes de collision pour éviter de rentrer dans les meubles. Donc là en l'occurrence c'est tout un groupe que j'avais créé pour ça, je vais le masquer pour l'instant. Et là on se retrouve avec de la production classique. On va essayer de tourner autour un petit peu. Hop. Donc la création d'assets classiques en 3D. Donc ça, après, il n'y a plus qu'à exporter tout le machin et on l'envoie sur notre site Babylone.js. Et alors là, c'est super son, hein, je m'excuse par avance. On va essayer de se rapprocher un peu parce qu'en plus, il y a un petit brouillard de profondeur. Mais globalement, on se retrouve effectivement dans ce genre d'environnement-là. Alors je ne sais pas si le son va fonctionner, mais... Non, il ne va pas fonctionner. Bon. Mais globalement, le but de la scène, c'était aussi d'avoir du son spatialisé et localisé de manière à déclencher certains événements. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on a développé avec cette suite tout un ensemble de comportements. C'est-à-dire que vous avez un moteur nodal qui permet de créer du comportement sans avoir à rentrer dans le code. Je ne dis pas que ça remplit 100% du cadre, forcément, mais pour l'infographiste qui va vouloir, ou l'artiste 3D qui va vouloir rapidement ouvrir une porte, fermer une porte quand je clique dessus, on peut faire ce genre d'action rapidement. Je vais vous montrer une scène de test qui a été faite dessus. Mais là, globalement, l'idée, c'était de s'amuser un petit peu avec nos navigateurs, en pratiquant un petit peu d'autodérision. Donc, par exemple, dans cette scène-là, on a fait crever Hamlet, avec le fantôme qui tient sa propre tête. Je ne sais pas si vous voyez, on a fait crever Clippy aussi. À un moment, hop, voilà, Clippy est là en bas. Et puis on a fait crever le chat de Schrödinger qui effectivement est mort, je le confirme. Et on avait fait aussi mourir IE au profit de Edge. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai fait toutes ces interactions de manière super efficace dans 3D Studio Max sans me poser la question de savoir qu'est-ce que je dois écrire comme ligne de code. Au niveau d'un autre exemple, justement pour illustrer ce truc-là, on a fait une petite scène d'exemple qui est dispo sur le site. Donc vous voyez, hein, ça se charge vraiment, c'est pas du bidonné.
Donc pendant ce temps-là, je vais peut-être ouvrir la scène. On va essayer d'optimiser un petit peu le temps. On va venir ici, ouvrir. Je ne sais même plus où c'est que ça se trouve. Remontons un peu. JavaScript Open Days, oui, on avait fait des choses comme ça. Bref, je vais le retrouver. Voilà, donc par exemple, on avait la scène finale, c'est celle-là que je voulais vous montrer, qui explique plutôt bien comment c'est fichu. Là, l'idée, c'était de dire, j'ai 3 gros boutons, des push buttons. L'idée, c'est qu'en appuyant sur un, ça m'allume la première lumière, donc je fais une interversion d'objets, en disant, j'en remplace un par un autre, de manière à avoir un bouton éteint, un bouton allumé, et je cycle entre les 2 objets. Donc là, c'est facile. Allumer une lampe qui est asservie à cet objet-là, et en me disant, en poussant le bouchon un petit peu plus loin, donc en allant dans le sens des conditions, en ajoutant les 3 boutons allumés, je déclenche l'allumage du Babylon.js qui est dans le fond. Donc vous voyez, ça va déjà un petit peu loin parce que ça fait appel à des notions qui sont déjà un peu proches du développement, qui sont de dire, je vais faire des boucles, des or ou des if, donc des choses comme ça. Et en l'occurrence, si jamais ça veut bien se charger, s'il te plaît, ne me lâche pas en plein milieu du guet. Donc globalement, je vais vous montrer pendant ce temps-là comment ça fonctionne. Donc sur cet objet-là, j'ai effectivement les propriétés Babylon qui apparaissent et j'ai l'Action Builder qui me permet effectivement de dire modalement, voilà, quand je fais un left click, donc un clic sur le bouton, je rajoute des événements comme des set values. Et ça se fait entièrement par drag and drop. Je peux dire, par exemple, je vais jouer une animation, badaboum, je la pose ici, et automatiquement, je peux éditer dans la fenêtre latérale les comportements que je vais avoir sur cette action particulière. Voilà, la scène s'est lancée. Voilà mes 3 boutons. Donc vous voyez, on est proche du rendu initial. C'est exactement ce que je voulais. Je peux tourner autour si je veux, mais surtout, je peux cliquer sur les boutons. Vous voyez que le curseur change de forme parce que je lui ai donné ce paramètre piquable, en fait, dans 3D Studio Max. Donc, vous voyez que quand je clique, ça m'allume bien le bouton en l'occurrence. Vous voyez que ça m'allume aussi, alors on le voit assez mal, mais grâce au spéculaire, on voit que ça allume effectivement la petite lumière qui va avec. Et puis, magie de la technique, quand je vais appuyer sur les 3, je vais faire tout un tas de changements d'état qui vont me permettre d'éteindre la lumière de fond, de rajouter un autre objet Babylon.js qui est dans un autre matériau, et puis de faire le changement de backcolor. Tout ça sans aucune ligne de code. Donc ça permet facilement de se faire la main, parce que c'est intégré au pipeline de 3D Studio Max. Et puis, encore une fois, c'est facile, c'est un moteur modal. Bon, effectivement, c'est l'une des premières itérations de ce moteur de câblage d'action, mais pour le coup c'est quand même assez efficace et assez pratique. Et encore une fois, ça a la volonté d'être universel puisque ça s'exécute sur les navigateurs classiques Edge et autres, et sur tous les environnements en fait, même sur téléphone. Donc voilà, quelques démos, donc vous en avez déjà vu 1 ou 2, on en a tout un tas sur notre site web. Et en l'occurrence, je vais revenir ici et je vais donner encore la chance à une démo. Voyons voir. Tiens, celle-là, elle est amusante parce que j'ai fait toute la cinématique du moteur directement dans 3D Studio Max avec ce qu'on utilise classiquement, des chemins d'animation, des dummies, des choses comme ça. Et si ça arrive, ça c'est le problème des démos qu'on fait avec le réseau, c'est que ça arrive à la vitesse du réseau. Et donc toute l'animation est jouée en fait en fonction de ce qui avait été défini par des keyframes classiques dans 3D Studio Max. Donc allez Coco, lance-toi. Donc si jamais ça se lance pas, on a tout un tas de choses, et puis on a travaillé notamment avec les équipes de Flight Sim pour avoir un premier petit jeu qui existe, Flight Simulator, avec un véritable petit pilotage d'avion, sur laquelle on peut brancher une manette, c'est reconnu. C'est utilisable aussi en touch, c'est utilisable avec le clavier. Donc on a mis tout ce qu'il faut derrière pour que les contrôles soient pris en charge. On a travaillé aussi avec Ubisoft pour développer une partie Assassin's Creed Pirate qui tourne sur Babylon.js. Donc, le but du jeu, c'est de naviguer avec un bateau de point clé en point clé dans un temps minimum. Et puis, effectivement, la scène que je vous ai montrée tout à l'heure de Mansion, qui permet de se balader dans un univers cohérent. Ah, ça y est, ça arrive. Ça arrive. Bref.
Voilà, donc une seule adresse si vous êtes intéressé par ce truc-là, c'est babylonjs.com. Donc là-dessus, vous pourrez retrouver notre sandbox, où là aussi le principe est le même. Vous avez vos fichiers Babylon qui ont été générés, vous avez vos textures. Vous prenez, vous faites un drag and drop dans la sandbox et automatiquement la scène va s'exécuter avec ces assets. Vous avez donc la partie pour créer vos propres shaders et toute la doc qui est associée et les renvois sur GitHub qui vont bien. Voilà. Ça vous a plu ? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Plein, j'espère. Merci Michel. Il y en aura au moins une. Alors c'est moi qui vais me balader avec le micro. Il y a une première. S'il y a une deuxième, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonjour. Comment vous voyez avec les dernières versions de Unity, maintenant l'export est possible directement en WebGL ? Ouais. Vous voyez ça plutôt comme de la concurrence, comme de l'appui, et quel serait l'intérêt d'utiliser l'export Babylon.js via le plugin Unity alors que l'export natif Unity est disponible ? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Le seul truc, c'est que pour l'instant, c'est parce que nous, on est complètement open source, donc on peut faire ce qu'on veut avec le moteur. Donc si tu as envie de rajouter un morceau et un bras à ton bébé, tu peux le faire. Et deuxièmement, c'est pas, pour l'instant, notre moteur est beaucoup plus optimisé. C'est-à-dire que, tu vois, pour la scène Mansion avec le château et tout ça, ça pesait pas plus de 70 mégas au total. Là où un Unity en export direct va déjà te peser la mort parce qu'il s'exporte tout le moteur avec. D'accord. Et du coup, une deuxième question, vous avez parlé de l'optimisation, mais est-ce que vous anticipez un petit peu sur tous les aspects de réalité virtuelle ? Alors oui, parce qu'on a déjà dedans la capacité d'avoir des multicaméras, notamment pour faire de l'Oculus directement, nativement avec la solution. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire de l'Oculus dedans. Anticiper là-dessus aussi. Voilà. Merci. Pas d'autres questions, rien qu'aurait à voir avec Three.js ou des choses comme ça ou... Non. Faut pas hésiter, ouais. Quand Microsoft avait annoncé HoloLens, ils avaient évoqué que toute application codée, enfin l'Universal Platform, pourrait tourner sur HoloLens. Donc l'Universal Platform, ça couvre aussi HTML et JavaScript. Donc du coup, est-ce que Babylon est amené à pouvoir tourner sur les HoloLens ? Est-ce que c'est un truc que vous envisagez ? Bien sûr. On est en contact avec le groupe produit justement pour avoir des applications qui tournent sur HoloLens à la sortie. Et de toute façon, le navigateur sera par défaut intégré à l'expérience HoloLens. Donc, c'est nativement, je dirais, avec l'OS qui est supporté dans HoloLens, qui est Windows 10. Mais effectivement, ça fait partie des axes de réflexion et on est déjà partenaire avec le groupe HoloLens pour avoir des applications qui sortiront à ce moment-là. Pas d'autres questions ? Si. Actuellement, c'est compatible qu'avec 3ds Max, mais est-ce que ça va passer sur Maya Blender 3D aussi. Et Maya. Et Unity. Et Maya, pas encore. Je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous le demandent âprement. Mais je dirais que ça fait aussi partie du côté communautaire de la chose. C'est que s'il n'y a jamais quelques scripts, on ne sait pas comment les faire. Peut-être qu'on peut t'inclure dans le projet pour nous aider à développer le plugin Maya. Je te remercie de ce soutien et de ce support. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? On a encore une ou deux questions ? Oui. Le retour de la question. Du coup, puisque vous l'avez soulevé, et du coup, la différence avec Three.js sur le positionnement ? Je pense... Alors moi, je ne suis pas développeur, en fait. Je disais Three.js parce que généralement, on a des questions sur Three.js. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même positionnement, notamment par l'Action Builder. Puis il manque la moitié des textures. Il s'est raté une texture. Vous le voyez, le moteur qui tourne ? C'est pas pour dévier de ta question, je vais y répondre, mais globalement, voilà, c'est un moteur où toutes les frames cinématiques ont été récupérées depuis 3D Studio Max. Et je dirais qu'on n'a pas tout à fait la même approche au niveau du moteur en lui-même, où on travaille beaucoup plus sous forme de plugin, nous, et beaucoup plus ouverte que Three.js, en fait. Donc là où Three.js a une meilleure communauté, parce qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps que nous et beaucoup plus connu, nous, on arrive avec des outils qui sont beaucoup plus... pas forcément récents, c'est pas ce que je veux dire, mais beaucoup plus user-friendly. Et avec des modèles de développement, par exemple la Sandbox, par exemple la Shader Forge, les choses comme ça, qui sont beaucoup plus user-friendly. Voilà. Très bien, on va, je pense, passer au talk suivant. De toute façon, Michel, est-ce que tu restes un petit peu avec nous ? Oui, je reste encore un petit peu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler. Merci beaucoup super. pour votre écoute. Merci beaucoup Michel, très intéressant. Babylon.js.